Passons du coup au Rhinocéros. Usul et Lumi ont sorti un nouveau numéro de Rhinocéros avec un angle cette fois-ci sur Grok, fake news, algo biaisé, faut-il en finir avec X? Donc voilà, Usul et Lumi se posent la question de qu'est-ce qu'on fait de Twitter globalement, sachant que c'est le réseau social numéro 1 des journalistes, je ne fais que le répéter à chaque fois, notamment quand je critique les journalistes parce que je suis en mode bon, globalement les journalistes aussi sont dans une bulle de filtre très propre à Twitter, ils sont incapables de la quitter, ce qui fait que parfois ils donnent plus d'importance à des trucs qui sont pas si intéressants. Bref. Et du coup, voyons voir un petit peu parce que c'est intéressant parce que Rhinocéros d'habitude il s'intéresse plutôt aux médias classiques, traditionnels. Et en plus là, avec toutes les volontés de censure des réseaux sociaux, etc., je me demande quelle va être la teneur du discours. Parce qu'en plus, bon, on a déjà essayé hein, de quitter Twitter. Rappelle quand tout le monde a bougé sur Blue Sky, que Blue Sky c'était l'avenir, que les journalistes étaient en mode oui, nous ne serons plus sur Twitter. Et après qu'ils sont revenus sur Twitter. Donc est-ce que Usul et Lumi nous refont le coup de Hello Kitty, notamment avec toutes les idées qu'il y a de développement d'un réseau social européen qui suivent les règles de l'Europe et qui soit bien comme ça, on va tous quitter Twitter pour aller sur le super réseau social européen. Bref, encore un super fiasco à l'horizon. Est-ce qu'ils vont être nuancés? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur les journalistes qui regardent beaucoup trop Twitter et qui font que globalement leurs analyses deviennent flinguées parce qu'ils sont dans des bulles de filtre de merde? Allons voir ça. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler de X, le réseau social qu'on connaissait avant sous le nom de Twitter. Putain, c'est vraiment des journalistes. Ils disent X, anciennement Twitter. C'est vraiment des journalistes. Et oui, ces jours-ci, on parle d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais nous, on va se demander s'il faut pas interdire X aux journalistes et aux politiques. Mais oui, on sait pas ce qu'ils font dessus, on sait pas ce qu'ils regardent, ils sont accros à ces merdes, ils y passent des heures là à scroller, puis après ils nous reviennent, ils sont tout tristes, ou alors ils sont nazis, ou alors ils deviennent complètement cons. Ah oui, il faut faire quelque chose. Et oui, Qu'on le veuille ou non, X, c'est toujours un réseau sur lequel s'informent ceux qui nous informent et ceux qui nous gouvernent. Pendant longtemps, en effet, quand il se passait quelque chose dans le monde, il se passait quelque chose sur Twitter. C'est donc là qu'il fallait être. c'est là qu'il fallait être. Jusqu'au point où c'était le sujet de mon tout premier cours de droit international public quand j'étais un master de relations internationales. Le premier sujet du cours, c'était est-ce que les tweets de Donald Trump ont une valeur obligatoire en droit international? En gros, est-ce que quand Trump annonce un truc sur Twitter, est-ce qu'il est contraint de le faire selon le droit international? Est-ce que c'est légitime pour ses partenaires de considérer que s'il dit un truc sur Twitter, c'est quelque chose qui aura des conséquences sur le droit international et sur voilà. Et notamment, c'était l'exemple qui était donné, c'était le tweet à l'époque de la première mandature de Trump, quand Trump avait annoncé qu'il allait bouger l'ambassade des États-Unis à Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Et donc, en fait, et du coup, de fait, reconnaître unilatéralement Jérusalem comme la capitale d'Israël et non pas Tel Aviv, sachant que, selon le droit international, Jérusalem est une ville partagée, est une ville neutre, qui est censée être un terrain qui appartient à personne, et c'est pour ça que c'est pas censé être la capitale d'Israël, etc. Et c'est une vieille marotte de l'extrême droite israélienne de faire de Jérusalem la capitale et non pas Tel Aviv. Et du coup, à cette époque, il y avait eu plein de débats juridiques et en fait, qui en étaient arrivés un peu à la conclusion. Notamment, je crois qu'il avait été, je sais pas s'il avait été poursuivi ou s'il y avait eu une action qui avait été faite en droit pour élucider la valeur en fait de la déclaration de Trump qu'il avait fait sur Twitter. Et je crois qu'ils en avaient conclu à l'époque qu'en effet, si Trump tweet qu'il va déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, il est tenu de le faire parce que c'est considéré comme un discours officiel du président et donc ça a une valeur obligatoire en droit international. Ce cours-là, je l'ai fait en 2018. C'était encore un peu à la période de l'Eldorado des réseaux sociaux où on commençait vraiment à se mettre à respecter les réseaux sociaux comme objet politique et où il y avait un peu tout ce truc de, vous savez, Twitter au début, c'était un peu la blogosphère, puis les journalistes s'en sont mêlés et puis c'était encore un truc et t'avais un petit peu les trucs de tel truc qui a explosé depuis Twitter, il faut un peu plus s'intéresser à ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. On commençait un petit peu à donner de la valeur aux réseaux sociaux, notamment parce que c'était la seule donnée explicative de pourquoi Trump s'était fait élire. Parce que les journalistes étaient infoutus de se demander éventuellement est-ce que la société états-unienne est raciste? Est-ce que la société états-unienne est un peu de droite? Est-ce que le système électoral états-unien favorise structurellement la droite? Non, non, pas du tout. Non, c'est juste que les réseaux sociaux ont matrixé tout le monde et que c'est la faute de Facebook et de Twitter, bref. Mais t'avais un petit peu ce truc-là où on commençait un petit peu à prendre Twitter au sérieux, que ça commençait à devenir un peu une source un peu plus crédible pour les journalistes. Tous les politiques à ce stade-là étaient tenus d'avoir un petit peu leur compte Twitter. C'est vraiment devenu, dans ce tournant-là des années 2015 à 2017, Twitter c'est vraiment devenu
devenu le forum politique majeur, quoi. Comme se rendre compte de l'importance de ce type de réseau pour Trump, le microblogging, à quel point il est allé créer Truth Social et qu'on est envahi de ses pensées intrusives de fou, de fou. Et ça qui est fascinant, c'est que maintenant, les journalistes reportent ce que Trump raconte sur Truth Social alors que personne n'est sur Truth Social. Et en fait, c'est juste que, mais t'es un peu obligé de regarder ce qu'il raconte sur Truth Social. Parce que, en vrai, ça reste important ce qu'il raconte sur les réseaux sociaux et c'est une indication intéressante de l'état dans lequel est sa politique et le degré de schizophrénie dans lequel il est, quoi. Pour suivre les printemps arabes ou pour prendre la mesure de la vague MeToo, la plateforme n'a jamais été le plus gros des réseaux sociaux, mais c'était le réseau social des gens de la tech, de la politique, de la recherche, des médias. Et ça crée aussi le côté un peu microcosme, quoi. C'est-à-dire que ça renforce encore plus l'impression que t'as l'impression de parler au monde entier, que c'est génial, mais en fait tu parles qu'un petit pan de la population. Voilà, quoi. Tout le monde n'était pas sur Twitter, mais c'était clairement là que ça se jouait. Alors sauf pour les gilets jaunes qui, eux, ont fait leur truc sur Facebook. Oui, et c'est pour ça que les journalistes et les politiques ont rien vu venir, tout le monde était sur Twitter. Oui, t'avais déjà un truc de les groupes Facebook c'est désuet, c'est que des boomers sur Facebook, maintenant l'avenir est sur Twitter. En effet, c'est ce qui fait qu'ils ont rien vu des gilets jaunes, mais aussi que sur pas mal d'autres mobilisations sociales, parfois les journalistes ont du mal à l'identifier. Je pense notamment, on va revenir sur le Canada, la grande manif les convois de la liberté là au Canada. Pareil, ça s'est beaucoup organisé sur Facebook et du coup ça a fait que pendant très longtemps, comme les journalistes ils sont pas sur Facebook, ça a été ultra confus. Genre t'avais des journalistes qui étaient en mode c'est un peu gilet jaune, d'autres qui étaient en mode c'est des confus anti-vax, d'autres qui étaient en mode et en fait qui savaient pas trop ce que c'était parce que aussi comme la culture simplement d'analyser Facebook parce que tu le vois au quotidien et existe beaucoup moins chez les journalistes, du coup quand il y a eu ces convois de la liberté là au Canada et que les gens étaient en mode est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, il a fallu en fait que les journalistes attendent de traduire des trucs qui venaient des États-Unis et d'attendre ce que les autres journalistes états-uniens disaient sur les convois de la liberté pour se faire un avis. Et aussi parce que les journalistes français ne sont pas du tout sur Reddit. Ça c'est vrai ça. Le fait que t'aies tellement de trucs sur Reddit et que ça a pas l'air en effet d'être dans la culture des journalistes français de traîner dessus, alors si tu veux parler d'un microcosme dans lequel il y a vraiment à boire et à manger et qui te renseigne sur plein d'aspects liés à des mobilisations ou à des analyses ou même à des sous-cultures, après tant mieux parce que si les journalistes se mettent à être sur Reddit, ça va devenir des fans de crypto et tout. C'est vrai que le Reddit français, il est pas très ouf. En fait, c'est juste que les journalistes doivent apprendre à parler anglais. Je crois que c'est surtout ça. Je pense que ça devrait être un prérequis de maîtriser l'anglais si t'étais journaliste. Vous le savez sans doute, l'entreprise a été rachetée par le milliardaire d'extrême droite Elon Musk. Twitter a perdu son nom et depuis, il a aussi perdu pas mal d'utilisateurs uniques. Le retour au pouvoir de Donald Trump a évidemment accéléré le mouvement. Bon, ce qu'a fait Musk dès qu'il est arrivé, c'est qu'il a viré l'équipe de modération. Il a viré beaucoup de monde. Oui, et en fait, c'était... il a viré la modération, il a viré la sécurité informatique, la protection des données, il a vidé... En fait, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, mais il a viré tous les trucs qui font de l'utilisateur, de l'expérience utilisateur, une expérience positive, quoi. Avant même de soutenir Trump, ça, c'était vraiment son obsession quand il est arrivé, on va changer toutes les règles de modération. Ces règles de modération, elles étaient en vigueur depuis l'attaque du Capitole surtout. Après le coup d'état raté des MAGA, les grands réseaux sociaux états-uniens avaient en effet durci la modération. Sur YouTube, on a commencé à s'attaquer aux comptes les plus complotistes, quitte à supprimer des chaînes. Sur Insta et sur Twitter, pareil, des comptes ont sauté. La démocratie états-unienne avait vacillé. Alors oui et non... La modération, c'était pas que avec le Covid et l'attaque du Capitole qu'elle avait été mise en place. La modération s'est mise en place très progressivement au fur et à mesure des différentes affaires, que ce soit de harcèlement, de désinformation, etc., qu'on peut émailler sur Facebook, sur Twitter, parce que ce qui s'est passé sur Facebook a bougé aussi les politiques de modération des autres réseaux sociaux. J'ai du mal avec l'image de la démocratie états-unienne a vacillé ce jour-là et depuis la modération a été renforcée. Non, la modération était déjà assez forte et ils ont pu construire à partir de ces règles de modération des trucs qui permettent de bannir le hate. Mais le hate speech, les trucs d'insultes, etc., c'était déjà assez modéré. Et je pense notamment MeToo a contribué aussi à renforcer la modération, notamment sur les questions de harcèlement, notamment sur les questions de menaces de viol, de trucs comme ça et tout. Donc oui, la propagande de fou, la propagande de Daesh a beaucoup plus contribué au renforcement de la modération. Tout le moment
moment où, notamment sur YouTube, tous les publicitaires, ils se sont retirés, notamment en partie à cause de Daesh, mais aussi à cause d'autres choses et tout. Et que les annonceurs ont fait la pression en mode sur les réseaux sociaux, en mode on veut pas être associé à des gens qui se font décapiter. Et du coup, que ça a foutu dans la sauce plein de YouTubeurs qui avaient plus de thunes et plus de revenus, etc. En vrai, la adpocalypse de YouTube a eu des répercussions aussi sur tous les réseaux sociaux. Donc je trouve que ça fait un peu roman national démocrate de dire que tout a vacillé avec l'attaque du Capitole et avec le Covid. Il y avait déjà une politique de modération qui s'est construite progressivement d'année en année. Et justement, pour moi, c'est ça qui est d'autant plus important quand tu parles de la modération, c'est quelle est son histoire longue, quelle est son histoire profonde. Et en mode, comment les politiques de modération, tout comme c'est des formes de jurisprudence privée en fait, et qui se construisent sur le temps long avec différentes affaires qui émaillent les histoires des plateformes. Et c'est pas juste à un moment où on est en mode oh, la démocratie est en danger, vite, on coupe le robinet. Parce que ça, c'est la version des MAGA par exemple. Le fait que, oh là là, ils ont supprimé le free speech quand on a voulu reprendre notre pays, quand on a voulu dire nos doutes sur le Covid. C'est un peu la version des MAGA de dire que c'est à partir de ce moment-là que la modération a commencé à exister. Moi, j'ai du mal avec ça. Et les démocrates, de retour au pouvoir, en avaient tenu les grandes plateformes pour responsables. C'est dans ce contexte, c'est pour en finir avec cette période que Musk a repris les choses en main et qu'il a rétabli la liberté. Ah bah oui, la liberté d'être nazi, d'être raciste, de doxer, de harceler. Non mais c'est bon, la censure n'avait que trop duré. Ah oui, free speech, yeah! I think we want to allow the people to express themselves. Free speech matters, and it's only relevant if people are allowed to say things that you don't like, because otherwise it's not free speech. Et là, en fait, ce qu'il raconte, ça vaut aussi pour les fake news. Et ça, c'est un truc, tu vois, typiquement, je trouve que c'est intéressant parce que ça met en évidence pour moi les réseaux sociaux comme un espace de... Je sais pas s'il y a des Jean-Michel droit international dans le chat, et vous allez me dire si j'extrapole. Mais je trouve que ça met en évidence les réseaux sociaux comme un espace de concurrence des systèmes légaux. Et c'est un truc qu'il y a déjà un peu en droit international, notamment en droit du travail, en droit fiscal, etc., mais même pas que, mais où en fait, par exemple, la délocalisation, on peut voir ça comme une fuite de capitaux, un truc comme ça, mais il y a aussi une autre analyse, par exemple, de la délocalisation, comme une mise en concurrence des systèmes légaux, où même les systèmes légaux sont mis en concurrence au niveau international, et ce qui n'est pas uniquement du coup un dumping social, mais un dumping des règles de droit elles-mêmes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux, comme c'est des plateformes mondiales, internationales, vont aussi mettre en évidence cette coexistence en fait de systèmes juridiques différents, de systèmes de représentation politique différents, et les mettre en concurrence. Par exemple, les États-Unis, c'est free speech, la liberté, parce que ça correspond au mythe fondateur de leur propre nation, ça correspond à la façon dont leur système juridique est fondé sur énormément de jurisprudence, avec une grande importance des juges, des tribunaux qui écrivent le droit quasiment tout autant que les législateurs, etc., etc. Et du coup, tu as vraiment ce truc-là de presque le discours free speech, etc., et la façon dont il rentre très vite dans les débats, par exemple français, là où en France, on a un système on a une vision de la liberté d'expression qui est basée avant tout sur la responsabilité. On a des lois qui sont basées en fait principalement sur le travail des journalistes, donc sur la responsabilité des journalistes vis-à-vis de leur audience. Et en fait, c'est un petit peu à ça que s'extrapole en fait la responsabilité de poster sur les réseaux sociaux. Donc en fait, on a comme évidence le fait que certains discours sont bannis. Par exemple, l'apologie du terrorisme, ça c'est un exemple typique de discours banni, mais simplement le négationnisme, l'apologie du nazisme. On est quand même un des rares pays où il y a des lois qui t'interdisent de dire certaines choses, certains mensonges sur la Shoah. Et ça, c'est un truc assez intéressant parce que c'est un système dans lequel la vision de ce qu'on considère comme étant de l'ordre du possible dans l'expression publique n'est absolument pas le même. Et alors là, la Chine, j'en parle même pas, carrément, ils ont un autre Internet parce qu'ils ont encore une autre vision du rapport au fait de s'exprimer publiquement, mais qui est propre à l'histoire juridique, politique, etc. de chaque pays. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces réseaux sociaux, en imposant des règles de modération qui correspondent en fait aux marottes et aux obsessions propres aux États-Unis, le free speech et tout, du coup ça va mettre en concurrence le système free speech états-unien, on peut dire tous les trucs y compris les trucs nazis, avec un système on va dire responsabilité journalistique, lutte contre le négationnisme, etc., qui est un peu plus propre à l'Europe. On va y avoir plus de restrictions à la liberté d'expression parce qu'on ne considère pas la liberté comme supérieure à la responsabilité par exemple. Et du coup je trouve que c'est hyper intéressant comme analyse des réseaux sociaux comme espace de mise en concurrence des systèmes juridiques et mise en concurrence même des cultures juridiques et des cultures politiques entre elles. Le premier amendement a été utilisé à tort et à travers par les Républicains et c'est très intéressant de voir le silence des démocrates quand il est attaqué par l'administration Trump. Oui, de fou. De toute façon, les démocrates, ils ne veulent pas rompre avec le mythe de la fondation des États-Unis. Et du coup, ça fait qu'ils sont ils sont incapables, en fait, de dire non. Le free speech, c'est une...
le free speech, ça n'existe pas. Il faut acter le fait que c'est pas la valeur cardinale sur laquelle il faut faire reposer nos trucs, quoi. Bah oui, les fake news, après tout, c'est des opinions comme les autres, c'est la liberté d'expression. Voilà, et ça faisait 10 ans que les politiques tenaient les réseaux sociaux pour responsables de la propagation de fausses nouvelles et tout. Alors les réseaux sociaux avaient essayé de s'organiser, de voir comment ils pouvaient faire du fact-checking, rendre moins viraux les contenus politiques. Et là, Musk, il arrive, il va déclarer que les fake news, bah c'est du free speech. Alors bon, pareil, les réseaux sociaux, ils l'ont pas fait de la bonté de leur cœur, hein, mais bien évidemment fait pour éviter que les annonceurs fuient, parce que c'était vraiment un moment où la politique était considérée comme trop flippante pour les publicitaires. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Je pense que c'était aussi un moment où on sortait d'une culture publicitaire généraliste et qu'on commençait à rentrer dans une culture publicitaire qui revient sur des niches politiques, qui se remet à capitaliser justement sur les divisions politiques. Et on était, je pense, aux alentours de 2017, au moment de l'Apocalypse, etc., un petit peu au croisement de ce truc-là où la publicité est en train de se poser la question de son futur, de est-ce qu'on prétend encore être généraliste et s'adresser à absolument tout le monde pour avoir la base de clientèle la plus élargie possible et la plus diverse, ou alors est-ce qu'on commence à aller chercher des niches politiques, des niches identitaires, on va dire des niches d'identité, pour être sûr d'avoir une base qui est fidélisée. Et en fait, j'ai l'impression que c'était un petit peu cette tension qu'il y avait dans la publicité, où tu avais un petit peu des pubs en mode on est progressiste, génial, c'est les pubs un peu progressistes, et en même temps le backlash derrière et toute la pression économique qu'il y a du coup à chaque fois qu'il y a ce genre de scandale. Et je pense que c'est aussi cette évolution qu'on a vue dans le monde de la publicité, dans la façon dont la publicité se considère et va se construire en fait. Voilà, quoi. Donc il n'a plus rien à réguler, il ne va plus être tenu responsable de rien. And I would take that if somebody says something, potentially offensive, but that's actually okay. Now we're not going to promote those, offensive tweets. Donc c'est un mensonge, on sait très bien que Twitter promeut les tweets offensants entre guillemets quand ils sont transphobes, quand ils sont d'extrême, quand ils sont pro-Musk, hein, globalement. Quand les tweets sont d'accord avec ce que dit Musk, ils sont promus par l'algorithme, ça on le sait, voilà, on en a la preuve. Voilà. But I think people should be able to say things because the alternative is censorship. Là, on est en 2023 et il dit qu'il va accepter les contenus offensants. Bon, c'est-à-dire les contenus transphobes, racistes, homophobes, etc. Enfin, il va les permettre, mais pas les promouvoir. Non, pour le moment. Non, ça a bien changé depuis. Non, dès le début. Dès le début, il s'amusait à bidouiller avec l'algorithme. Alors d'abord pour promouvoir ses tweets à lui, et ensuite, mais oui, dès le début, il a bidouillé l'algorithme. Hein. C'est un des premiers trucs qu'il a fait quand il a racheté Twitter. On vous en avait parlé ici, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans les mois à venir. Elon Musk est de ceux qui pensent, comme J.D. Vance, que l'Europe doit être mise au pas et s'aligner idéologiquement sur les États-Unis. Selon le spécialiste des États-Unis, Jérôme Viala-Godefroy, interrogé par les observateurs de France 24, eh bien l'Europe et l'Union européenne en particulier représentent tout ce qu'Elon Musk déteste. Sa vision du monde est très masculiniste et anti-woke, alors que l'Europe est progressiste. Il y a aussi des raisons idéologiques. Elon Musk est libertarien, anti-régulation, alors que l'Union européenne réglemente beaucoup. Et puis il ajoute ceci, il pense que les businessmen sont les maîtres du monde et ne doivent pas être empêchés. Voilà, il faut pas... Et ça m'agace un peu souvent parce que du coup, quand on va dire « Oh là là, Elon Musk, il déteste l'Europe, ça représente tout ce qu'il n'aime pas », bah du coup, t'as l'impression que ça va un petit peu mettre fin à toute critique de l'Europe. Alors que l'Europe, elle est pas si féministe que ça. Elle est pas si régulationniste que ça. Du coup, ça fait que on va se mettre à mettre de la fierté dans une construction économique et juridique et pas si ouf que ça, en fait. Genre, je sais pas. C'est vrai que la Hongrie, c'est très progressiste. Bah oui, genre la Hongrie, la Pologne... Et même, tu vois, genre, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de l'Europe en tant qu'espace politique? Bah, on parle d'un espace politique qui se fait à 6 ans. Et ou alors, est-ce qu'on parle de l'Europe en tant qu'espace, en tant qu'Union européenne? Bah, pareil, l'Union européenne, bah, déjà d'une, elle se fascise parce qu'en fait, bah, l'Union européenne n'est que la somme des contradictions politiques qui sont dans l'Europe en tant que continent. Et de deux, bah, en fait, c'est un peu des merdes qui sont à la tête de l'Union européenne, quoi, globalement. Genre, et c'est un système qui a été fondé globalement pour permettre à l'économie de tourner sans et à détruire les services publics, quoi. C'est un peu campiste de sucer l'UE parce que Musk aime pas. Oui, exactement, c'est là où je voulais en venir, Captain Calva. C'est un peu campiste. C'est un peu en mode comme ils aiment pas, on va sucer l'UE. Bah non, en fait, genre on va pas non plus se glorifier de l'Union européenne. Il faut les empêcher de rien, les maîtres du monde, là. Ils sont en train de tout remodeler avec leur imaginaire de techno-incel sous kétamine, et il faut les laisser faire parce qu'ils ont un énorme QI. Donc c'est normal que nous, les abrutis, on fasse comme ils ont dit. Non, parce que c'est vraiment ça le fond de leur pensée, hein. Eux, ils pensent qu'ils sont la race supérieure, donc il faudrait les laisser jouer avec leurs fusées en forme de bite, leurs mêmes nazis, leurs IA qui déshabillent les meufs. Et oui, vous avez sans doute entendu parler de Grok, l'IA de Musk, qui est maintenant au cœur du dispositif sur X, et qui a un petit peu choqué les gens il y a quelques semaines. Selon une ONG, la moitié des images générées par Grok pendant les fêtes étaient des personnes partiellement dénudées.
Interpellé, le patron de X, Elon Musk, a réagi. Comme toujours, à sa manière, il tourne le phénomène en dérision. C'est pas forcément clair là comme ça, mais on vous explique. En gros, toute la journée sur X, il y a des gens, ils interpellent Grok pour lui demander des trucs. Ah oui, ils lui posent toutes les questions possibles et puis surtout ils essayent de vérifier des informations. Oui, très mauvaise idée ça déjà. Oui, et ils s'en servent aussi pour générer des images. Par exemple, là, vous voyez, c'est une photo de nous deux. Bah, si on postait ça sur X, Très mauvaise idée ça aussi. si on postait ça sur X, un trou du cul pourrait venir sous notre post et demander à Grok de nous affubler de chapeaux rigolos alors qu'on n'a jamais consenti à porter ce type de chapeau. Mais les utilisateurs de Grok, apparemment, ils s'en foutent des chapeaux rigolos, c'est pas ce qui les intéresse. Eux, ils préfèrent voir les gens tout nus. Donc ils ont demandé à Grok de déshabiller des femmes, parfois des femmes jeunes, assez jeunes. Et il y en a même qui ont demandé à Grok de déshabiller les victimes qui étaient décédées dans l'incendie de Crans-Montana. Et ça a duré quelques jours comme ça, en janvier. Face au tollé que ça a suscité, Musk il a commencé par réserver cette fonctionnalité aux abonnements. Je reviens pas là-dessus parce que sur la chaîne Zawa, on en a pas mal parlé. Il y a un React qui est disponible sur la chaîne Zawa. On a donné un peu tout notre avis là-dessus. Je reviens pas sur le débat qu'il y avait à l'époque. Mais oui, by the way, ça se faisait avant Grok. Mais bon, on peut interroger la facilité de l'outil et le fait que l'outil rend ça encore plus disponible et viral, etc., etc. Tout en ayant conscience que c'est pas en faisant du tapage sur Grok que tu vas mettre fin au fait qu'il y a des crevards qui veulent dénuder des meufs sans leur consentement. Bref. Et puis ensuite, il a supprimé la fonction dans tous les pays où il est illégal de déshabiller des meufs et des enfants sans leur consentement. Parce qu'apparemment, c'est pas tous les pays. Le lundi 26 janvier, la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête pour savoir si X avait enfreint les règles européennes sur le numérique qui imposent aux plateformes de protéger leurs utilisateurs des contenus illégaux. Mais évidemment que oui, bande de cons. Enfin voilà, fin de l'enquête. Bah, c'est quoi un contenu illégal? Est-ce que la légalité, c'est la moralité? Parce que là, je veux bien, oui, quand on parle de dénuder des meufs sans leur consentement, oui, bien évidemment que c'est illégal. Genre, enfin, oui. Mais par contre, genre, si demain, la loi Yadan, elle passe, ce sera illégal de critiquer Israël, mais est-ce que ce sera moral? Est-ce qu'on sera heureux que les réseaux sociaux aident à protéger leurs utilisateurs de contenu illégal? En fait, c'est là aussi où je suis un peu en mode, faites pas non plus trop les bandeurs de régulation, parce que ça revient très très vite en boomerang, parce que jusqu'ici, les gens qui ont le pouvoir, c'est la droite en vrai. Mais par contre, en effet, il y a des contenus qu'on considère immoraux et qu'en fait, faut assumer le relativisme moral et le relativisme politique. On considère que tel truc ne devrait pas exister sur les réseaux sociaux, que ce soit illégal ou pas, simplement parce que ça s'oppose à une morale et à la façon dont on veut que la société soit construite. C'est un objet d'outil, c'est un outil de lutte politique, de lutter sur ces terrains-là. C'est un outil de lutte politique de faire avancer la cause féministe, y compris sur les réseaux sociaux, etc., de faire avancer tous ces aspects qui sont politiques. Mais il faut admettre que c'est politique. Pas juste dire « Ah, c'est illégal, donc c'est bon, c'est déjà interdit quelque part, on n'a pas à argumenter pourquoi c'est pas bien. C'est illégal, c'est bon, ils ont déjà dit que c'était pas bien. » Non, justement, il faut argumenter pourquoi c'est pas bien. Et là, il faut produire un discours qui est un peu plus fouillé, un peu plus conséquent, quoi. Ça va encore nous revenir sur la gueule, par exemple, avec les lois qui viennent d'être passées, il y a dans vérification par carte d'identité. Bah oui. C'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est que merde, vous avez attendu que Grok déshabille des enfants pour en parler? Surtout que ça sonne vraiment comme une provocation de la part de l'homme le plus riche du monde. Un mois plus tôt, Elon Musk s'était vu infliger une petite amende, 120 millions d'euros, pour n'avoir pas respecté un certain nombre de règles de transparence avec X, des règles qu'il s'était pourtant engagé à suivre avant que ça ne s'envenime entre lui et Thierry Breton. No, I think it's exactly aligned with my thinking. I think I very much agree with. It's been a great discussion, and I really think I agree with everything you said. Really, I think we're very much of the same mind, and you know, I think. Il parle tellement comme un enfant. Genre, désolé, mais entre lui et Trump. And I agree with everything you say, and you're really right. On dirait quelqu'un qui a rien écouté. Oui, de fou. Oui, de fou. C'est vraiment, il a rien écouté à ce qu'on lui a dit. C'est non, mais je suis complètement d'accord. Il va te faire 3 phrases différentes pour dire la même chose. Et maintenant, le gars, il appelle carrément à la dissolution de l'Union européenne parce que merde, c'est chiant les régulations. Oui, et ça, on pourrait croire que chez nous, en Europe, ça fait plutôt consensus de dire que c'est logique qu'un réseau social, s'il veut être en Europe, il respecte les lois de l'Europe. Mais c'était pas si évident que ça sur France Culture dans l'émission Signe des temps de Marc Weitzman il y a 1 an. Le chercheur David Chavalarias s'était opposé à Samuel Fitoussi et surtout Jean-Sébastien Ferjou qui prenait... Qui sont ces gens? Fitoussi, je vois à peu près qui c'est. C'est qui Jean-Sébastien Ferjou? Boursorama. Ok, d'accord. Bon. X ne respecte pas la loi actuellement. Attendez. Attendez. Et donc, très bien. Alors, X n'a jamais respecté. La loi américaine. Attendez. X n'a jamais respecté la loi européenne, c'est vous qui le dites, ok? Moi, ce que je dis, c'est X ne respecte pas la loi européenne. Eh bien, allons sur des réseaux sociaux qui respectent la loi européenne. Est-ce que vous êtes contre ça? Est-ce que vous êtes contre le fait d'aller sur des réseaux sociaux? Le règlement européen, la directive européenne est dangereuse en matière de liberté d'expression. Ah, donc vous êtes contre la loi européenne, en fait.
me fatigue en fait. Pourquoi j'ai lancé cette vidéo? Il y a quand même des gens qui ont déserté Twitter pour devenir des gogoles sur Blue Sky. Oui. C'était étonnant comme émission parce que, avec l'animateur, ça faisait 3 anti-woke qui se réjouissaient qu'on en finisse avec la censure des années Biden, comme de vulgaire André Berkoff. Et en face, il y avait David Chavalarias, et évidemment, c'était lui qui passait pour un censeur, c'était lui l'autoritaire quasiment. Pour les Trumpistes en France, il y a un discours qui commence à monter, qu'on entend si on écoute Mathieu Bock-Côté par exemple, selon lequel l'Union européenne, avec toutes ses régulations, ce serait quasiment l'URSS Empire, quoi. Sur CNews, pourquoi pas, mais sur France Culture, ça fait bizarre. Pourquoi ça fait bizarre sur France Culture? Il y a Alain Finkielkraut sur France Culture. Genre, France Culture a toujours été la radio la plus à droite de tout Radio France. C'est la radio des darons un peu droite. Il y avait, comment il s'appelle? Il y avait Brice Couturier sur France Culture à l'époque. Tous les matins pour dire des conneries à vos parents quand ils se réveillaient. À vos parents bourgeois. Non, t'inquiète pas que France Culture, ça m'étonne pas ça m'étonne pas que ce soit sur France Culture, au contraire. France Culture, quand elle était gamin, j'entendais des sionistes donner des arguments de mauvaise foi ultra pointus pour faire genre, mais oui. Genre, oui, il y avait Antoven qui tenait son émission de philosophie. Nul à chier, d'accord. D'ailleurs, il faisait que s'écouter. Il écoutait quasiment pas les mecs qui l'interviewaient. Il attendait le moment où il pourrait poser sa question avec son ton un peu avec sa voix de crooner. Mais ne pourrions-nous pas dire, du coup, monsieur que quelque part nos sociétés modernes, selon du coup une vision wittgensteinienne, ne seraient pas du tout résistance en fait à cette forme de paradigme analytique, de paradigme post-structuraliste dans lequel finalement l'altérité, l'unicité et l'uniquité se confondraient en un point. Et voilà, et c'était ça l'émission d'Antoven. Hein. Il interviewait quelqu'un qui était un peu expert dans son domaine, etc., pour parler d'un bail en philosophie, etc. Mais surtout, il attendait le moment où il allait poser une question à rallonge, où il s'écoutait parler. Genre, c'était l'enfer. Après, bon, je comprends, il dit ça parce qu'il écoute France Culture, mais bon, enfin, faut pas trop les respecter, les bourgeois. Hein, genre, vraiment. David Chavalarias était venu présenter son projet de migration de X vers Blue Sky et Mastodon, le projet Hello Kit X, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été surpris par l'accueil. Et la question de quitter X ou pas, elle est souvent revenue ces derniers temps, et c'est normal parce que c'est une question qui passionne nos journalistes. Ils étaient tous sur Twitter. C'est devenu un marronnier France Inter. Twitter, faut-il en partir ou non? La question se pose une nouvelle fois depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Là, Trump venait d'être réélu. Après, cela dit, moi je trouve que c'est marrant parce que c'est vraiment la première fois, on va dire, que les bourgeois se sont posé la question de l'éthique sur les réseaux sociaux, ce qui est assez ironique, quoi, parce que bon, la réélection de Trump, oui, bon, ok, je sais pas. Après, ça choisit pas vraiment de partir ou non. Déjà, pourquoi le rachat par Elon Musk de Twitter est aussi dévastateur? C'est aussi parce que Twitter a une ancienneté, a une histoire, et donc plein de gens qui sont là depuis des années, qui ont engrangé une certaine audience, qui ont construit brique par brique leur following, leurs trucs comme ça, etc. Et c'est très très compliqué, surtout dans un réseau qui demande autant d'ancienneté et qui demande autant de, comment dire, qui a une telle histoire, qui a un tel historique. C'est très compliqué de convaincre les gens qu'ils vont refaire tout à partir de zéro, particulièrement les médias, parce que du coup ils doivent recommencer à zéro dans un nouveau réseau social où ils savent même pas si les gens vont les suivre. Et en fait, la nature des médias, c'est d'aller chercher là où il y a le plus d'audience. C'est pour ça qu'ils commencent à se poser de plus en plus la question d'avoir une stratégie sur TikTok pour que les gens puissent suivre, puissent avoir le mieux accès. Alors en fait, fondamentalement, quand tu regardes notamment même les projets, comment dire, les réflexions stratégiques qu'il peut y avoir dans le service public, à France TV, Radio France, etc., c'est comment on touche le plus de monde et particulièrement le plus de jeunes. Bah oui, du coup, pour faire ça, tu vas dire, faut être présent partout. Et du coup, ça va être plus être un truc en mode genre, on va faire une fiche et un rapport sur les spécificités de chaque réseau, comment est-ce qu'on pourrait être présent sur chaque réseau, plutôt que se dire, on va moralement choisir tel ou tel réseau parce qu'on n'aime pas les gens qui sont dessus, quoi. Pour moi, c'est parfaitement logique que les journalistes restent sur Twitter. Pour moi, ce qui est stupide, c'est que les journalistes soient dupes par Twitter, se fassent avoir par leur bulle de filtre et par leur petit milieu de journalistes où ils s'entresucent entre eux et ils ont leur petit drama entre eux, etc. Ça, c'est ce qui m'énerve. Surtout les journalistes qui suivent la gauche, là, j'en peux plus. Bref, c'est ça le problème. C'est qu'ils aient une telle faiblesse intellectuelle, une telle paresse intellectuelle permanente, qu'ils sont infoutus de se rendre compte que leur présence sur Twitter ne vaut pas forcément mieux en termes de sources d'analyse qu'une présence sur Blue Sky, qu'une présence sur Reddit, que de suivre des personnes précises sur TikTok, que d'aller voir certains Substack, etc., etc. Tu vois, genre c'est juste que c'est des flemmards. C'est juste que c'est le Twitter valide,
flattent leur tendance naturelle au fait de ne pas travailler. C'est le problème des streams de Klimovitch. Il est perdu dans les bulles de journalistes. Bah oui, de fou. Et by the way, Blue Sky, c'est pire. Niveau entre-soi, niveau tone policing, niveau... J'ai envie de dire moralisme, mais c'est pas le moralisme le problème. C'est l'aveuglement dans sa supériorité morale. Finalement, la migration sur Blue Sky, ça a été la migration d'une certaine élite qui continue de se considérer comme une élite intellectuellement. Et qu'en vrai, vaut mieux diversifier ses sources. En plus, c'est vraiment ce que les journalistes ils te disent tout le temps. Il faut diversifier ses sources et les croiser. Mais c'est eux qui diversifient pas leurs sources. C'est eux dont l'univers médiatique est réduit à Twitter et Blue Sky. En gros, à des réseaux sur lesquels ils peuvent scroller et retrouver leurs potes. Et du coup, à ne jamais se confronter à des réseaux dont ils connaissent pas la grammaire, dont il faudrait apprendre une nouvelle grammaire, dont il faudrait découvrir la sociologie spécifique, etc. Je suis d'accord de fou, cette analyse s'applique aussi sur le Twitter Blue Sky de chercheurs IMO. Ah ouais. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont bougé sur Blue Sky. Et en fait, je comprends. J'ai discuté avec des gens qui avaient définitivement bougé sur Blue Sky et qui étaient en mode genre, moi, ça m'apaise de pas voir des trucs violents tout le temps, de voir des gens qui se parlent poliment, etc. etc. Ok, why not? Mais en fait, il y a un truc duquel il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil du fantasme du Twitter des premières heures. Du Twitter de l'époque de la blogosphère. Où, oh là là, les gens sur Twitter demandaient des conseils et les gens leur répondaient. Et c'était vraiment un petit village Twitter. Et c'était vraiment l'Eldorado de la blogosphère avec les gens qui découvraient les réseaux sociaux, qui étaient des vrais pionniers digitaux, etc. Pour faire le deuil, ça ne reviendra pas. Les réseaux sociaux, c'est bon, on a grandi avec. Ça commence à être vieux. T'as des gens, les fameux digital natives. Genre, ça fait des années que les réseaux sociaux existent maintenant. C'est bon. Genre, on ne retrouvera pas le havre de paix, le petit village des privilégiés qui connaissent les réseaux sociaux et qui vivent dans leur petit monde de blogueurs. Non, ça n'existera plus. Il faut en faire le deuil. Il faut savoir que le monde d'Internet ne reviendra pas à cette période dorée où il y avait que des bourgeois qui étaient entre eux sur les réseaux sociaux et qui glosaient de trucs. Bref, avec la Ligue du LOL, c'était pas tant la paix en vrai. Oui, et c'est vrai aussi. Les gens qui ont tendance à fantasmer les réseaux sociaux des premières heures en mode c'était un truc vraiment de pionnier, etc. Oui, bah non, c'était aussi un truc de harceleur, quoi. Genre bon, ça a juste changé parce que maintenant il y a plus de monde qui sont exposés à ça, mais c'était pas forcément mieux avant, quoi. C'est juste super dommage. Puis genre, quand t'es chercheur, au pire, tu sors ton thread, tu masques et tu regardes ce qui t'intéresse. Oui, beaucoup de gens vont te bully, c'est le jeu. Bah surtout que je trouve que les chercheurs fondamentalement, ils ont une frustration qui est inhérente à leur métier, c'est que personne s'intéresse à ce qu'ils écrivent. Et du coup, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y en a certains qui ont un petit peu ce truc de ah, peut-être que les gens vont un peu plus s'intéresser à ce que je fais. Et le problème, c'est que en fait, les gens s'intéressent pas à ce que tu fais, pas juste parce que c'est pas accessible, même y compris pas juste parce que c'est dans un langage compliqué, etc. Aussi peut-être parce que vraiment, sincèrement, ils vont pas sur les réseaux sociaux pour faire les gros cerveaux. Et ils vont simplement pour se divertir. Je pense qu'il y a eu un petit peu un fantasme chez certains chercheurs de se dire on va faire des threads. Comme ça, les gens vont s'intéresser à des trucs. Ils vont être beaucoup plus curieux, patience. Et je pense que pour certaines personnes, ça a marché. T'as vraiment des personnes qui, sincèrement, sont pris de passion et ont découvert des bails sur la recherche, sur la méthode scientifique, les bails, etc. J'ai pas envie de dire que les zététiciens, c'est tous des merdes, tu vois. Et que ça a mené à rien de bon. Et puis en vrai, quand tu publies un thread, de fait, ça va être lu par plus de monde que si tu publies dans une revue scientifique, tu vois. Mais en même temps, je pense qu'ils se sont retrouvés face à un public qui vraiment s'en bat les couilles. Et ça les a rendus plus aigris qu'ils ne l'étaient quand ils savaient qu'ils parlaient à personne, mais parce qu'en même temps, c'est propre à leur métier. Tu vois, je pense que ça a renforcé leur aigreur. Et ça a renforcé aussi leur toxicité, parce qu'on va pas dire qu'ils sont pas... On va pas se mentir, les chercheurs, ils sont aussi toxiques sur les réseaux sociaux. Ils le sont à leur manière, avec leur langage policé, etc., mais ils sont aussi toxiques. Et je pense que vraiment, les chercheurs ont... Enfin, en tout cas, la génération de chercheurs qui ont bougé sur Twitter, dans l'espoir de faire de la vulga, de parler de trucs, de retrouver leurs collègues, etc., c'est ceux qui ont le plus déchanté de cette espèce d'Eldorado de vulgarisation. Et la question s'était déjà posée en 2023, peu après que Musk ait commencé à transformer Twitter en X. Alors, question simple, faut-il quitter Twitter? Et question accessoire, pour aller où? Faut-il quitter Twitter? Rudy Reichstag. Et face à Rudy Reichstag, il y avait Robin Rivaton, entrepreneur et essayiste libéral qui n'était pas plus effrayé que ça par les petits ajustements du milliardaire d'extrême droite. Cette notion, encore une fois, de liberté d'expression absolue, je considère, à titre personnel, qu'elle n'est pas à jeter à la poubelle comme ça et à balayer d'un revers de main. Y compris ici. Oui, y compris en Europe. Elle a aussi des intérêts et elle permet aussi, par exemple, d'exposer des gens à des positions qui sont extrêmes et quelque part de décrédibiliser des gens qui les tiennent, ces positions extrêmes. Ouais, ça c'est vraiment le truc de mais non, mais vous comprenez, si on met en évidence, si on montre les gens qui disent des bêtises, on va naturellement voir qu'ils disent des bêtises. C'est le marché libre des idées. Et alors il y a quelques semaines, on a encore refait le débat sur France Inter parce que visiblement c'est passionnant. Oui, et ils ont invité David Chavalarias du CNRS qui est revenu raconter des banalités, hein, mais bon, faut le faire.
Ça a été un tremplin pour des théories complotistes, comme par exemple l'affaire Jean-Michel Trogneux. C'est une entreprise dont l'IA fait du négationnisme et de la pédopornographie. Jean-Michel Trogneux, c'est Brigitte Macron serait un homme. Voilà. La discussion était intitulée « Un an après, l'appel à quitter X était-il un échec ?» Oui, fin de l'émission. Alors on peut déplorer que les méchants ils ont gagné, qu'ils sont très méchants parce qu'ils ont fait des trucs très très méchants sur Twitter, etc. Mais vous avez perdu, donc à un moment il va falloir réfléchir à vos stratégies aussi. Bref, c'est pas Facebook la conspire Trogneux, mais bien sûr c'est Facebook et c'est YouTube. Donc en fait, moi ça qui m'énerve aussi, c'est que oui sur Twitter t'avais des conspires en mode Jean-Michel Trogneux et tout, mais c'était partout en fait. C'était sur Facebook et YouTube. C'est parti de Facebook et YouTube. Genre c'est vraiment Mais comme les gens sont matrixés par Twitter et que c'est leur seul réseau, etc. Bah du coup ils ne voient que ce qui sort de Twitter. Laisser les gens qui vont être sur Twitter sans forcément avoir d'opinion politique dans un monde dans lequel finalement il n'y aurait plus qu'une opinion qui va être représentée, qui vont être les opinions d'Elon Musk. Je crains que petit à petit les gens s'enferment dans un monde qui est un monde en plus où il y a une question qu'il faudrait rajouter, mais qui est l'ère de la post-vérité, où il devient difficile de savoir même si les choses sont vraies ou fausses. Parce que Elon Musk justement propose, y compris avec Grok qui est son intelligence artificielle, des contenus qui sont des contenus modifiés, qui vont jusqu'à modifier le réel. Les politiques se disent que c'est leur travail de rester malgré tout, et puis les journalistes aussi, c'est très utile pour faire la promo de sa vidéo, de son article. Désolé, mais c'est vrai. Tu vas pas faire la promo de ton article et ton truc sur Blue Sky où il y a littéralement personne. Tu ne vas pas bouger toute la vie politique sur Blue Sky où il n'y a personne. Parce que pourquoi les politiciens sont arrivés sur Blue Sky ? C'est parce qu'il y avait des gens. C'est parce qu'il y avait un public captif. En fait, je vais plutôt dire ça comme ça. Le fantasme quitter Twitter, en fantasmant un départ par les élites, c'est la politique aristocratique. C'est une politique qui étouffe sauf populaire. Parce que c'est parce qu'il y avait du peuple sur Twitter que les gens se sont dit « Ah, il y a un truc à capitaliser là-dessus, il y a un public à aller capter. » Si vous êtes en mode « Nous, chercheurs, journalistes, nous allons partir », bah vous allez partir tout seul. Parce qu'il y aura déjà personne sur votre réseau social. Il faut créer un réseau social qui donne des raisons aux utilisateurs de venir, développer. Parce que moi, un des premiers trucs que j'ai regardé sur Blue Sky, c'était est-ce qu'il y a des fandoms ? Ils sont où ceux qui font des fanfictions ? Ils font où ceux qui parlent de télé-réalité ? Ils sont où ceux qui font, ceux qui font des vannes, tu sais, genre les sessions vannes sur les trucs, etc. Où sont les JV qui éditent ? C'était la période, en effet. Et genre, du coup, je suis allé voir. Oui, il y avait 2-3 pipous qui font du cosplay. Il y avait beaucoup de porno furie. Why not, hein ? Moi, je suis pour la diversité des expressions sexuelles. Mais il n'y avait rien du tout, en fait. C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur qui utilise Twitter pour le divertissement en partie et la politique, j'avais aucun intérêt à aller sur Blue Sky parce que, ok, j'allais y retrouver la politique, mais on s'emmerde. Mais par contre, j'allais pas y trouver le divertissement. J'allais pas y trouver les gens qui sont hilarants sur ce putain de réseau. En tant que béotien, en tant que je suis le peuple, je vois ce truc-là, j'ai pas envie d'y aller. Dès novembre 2024, c'est le Guardian qui a annoncé qu'il ne posterait plus sur X. Le journal anglais a été suivi par quelques autres, et notamment Ouest France ou même Quotidien. C'est tellement ridicule. Alors que de l'autre côté, t'avais des personnalités politiques, notamment la France Insoumise, qui étaient en mode, on va pas quitter Twitter, c'est stupide, mais on va rejoindre Blue Sky aussi. Genre en mode, il faut diversifier les sources. Genre, tu sais, je trouve que pour moi, c'était vraiment la position la plus normale, quoi. Genre, je sais pas. Genre, tu ne vas pas, c'est pas toi qui va décréter. Mais surtout, désolé, mais si t'es de gauche, encore une fois, si t'es de gauche et tu penses la politique à partir du peuple, tu peux faire la leçon autant que tu veux aux journalistes qu'ils ont tort d'être sur Twitter. Ils vont dire, ouais, mais il y a personne sur Blue Sky. Tu ne peux pas croire que les changements profonds des pratiques partent de l'élite. Ce n'est pas vrai. C'est pas de gauche de penser comme ça. Genre, allô. On est parti de Twitter et je pense qu'on a bien fait de le faire parce qu'on n'assumait pas d'être sur un réseau social américain qui est dirigé par un facho. On n'assumait pas. Voilà, on n'assume pas. On a un peu honte. Mais c'est pas la honte qui doit vous bouger. Enfin, en fait, c'est ça aussi. C'est que les journalistes, ils bougent uniquement s'ils peuvent en quitter une forme de capital moral, etc. Alors, c'était à la mode à l'époque de dire faut quitter Twitter. Du coup, ils ont quitté Twitter parce que ça la foutait mal sinon. Hein. Mais sinon, ils s'en battent les couilles. Hein. Oh là là. À Libé aussi, Lorraine Provost, directrice adjointe de la rédaction, s'est interrogée. La politique de la chaise vide, c'est quelque chose qui me faisait peur et qui fait que moi, pendant longtemps, j'étais vraiment d'avis de rester sur cette plateforme et d'y continuer le combat. Et comme je l'ai dit, progressivement, on se rend compte que on vidait l'océan à la petite cuillère. Là où Musk a bien visé, c'est que non seulement il a permis l'émergence d'un nouveau réseau social rempli de nazis, mais surtout, il a privé des journalistes, des chercheurs, des militants d'un espace à eux, d'un endroit où ils pouvaient partager, travailler, s'informer. Et donc, pour Lorraine Provost, là, il n'y avait plus rien à faire. Hein. Rester sur X, c'était cautionner ce que X était devenu. Libé a quitté X au moment de l'investiture de Trump en janvier 2025, en accompagnant le mouvement Hello Kitty X que défendait David Chavalarias. On met en danger nos lecteurs et les gens qui cherchent une information et qui pensent trouver encore des médias fiables, etc. Vos lecteurs ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des petits agneaux que vous jetez dans le bain de Twitter et que vous mettez en danger en
y restant. Non, ils sont déjà sur Twitter. Vous avez dû les convaincre, quand ils étaient sur Twitter, de vous follow. Ils étaient là, et vous étiez en mode « Coucou, on est des médias, suivez-nous si vous voulez l'actualité, vu que vous êtes là, vous êtes présents, etc. » Et ça, c'est ça qui m'énerve le plus, c'est que ça pue l'ego de journalistes bourgeois. Ils croient vraiment qu'ils ont un impact immense, individuellement, sur les personnes, sur les réseaux sociaux, sur la populace. Et que la populace, c'est que leurs petits agneaux qu'ils vont aller guider vers la lumière. Non, les gens sont indépendants, en fait. Ah, tu comprends pas, les gens, ils sont un peu concons. Bah oui, c'est un peu des enfants, il faut les guider, hein. C'est notre faute, quelque part, si les gens restent sur Twitter. Bah non, c'est pas votre faute. Je crois qu'ils portent le poids du monde à eux seuls. Mais oui, de fou. Et du coup, ça les rend d'autant plus cons quand le peuple ne fait pas comme il le demande. Et du coup, bah, ils ne comprennent plus rien. Ils sont en mode, ah là là, vraiment, la désinformation et les fake news, c'est vraiment pas bien. Bah non, peut-être que les gens, ils sont vraiment d'extrême droite et que vous étiez infoutus de leur parler parce que vous étiez trop occupés à les mépriser, à les traiter comme des agneaux. Bref. On le légitime et donc ça veut dire qu'on invite des personnes à nous y retrouver, à nous y rejoindre, à échanger. Ouais. Et donc ça veut dire que ces personnes, on les met en danger, on les expose à la désinformation. Ah mais attends, mais c'était vraiment l'élément de langage numéro 1 des journalistes, que vous mettiez en danger les gens en les exposant à la désinformation. Mais les gens, ils sont grands en fait, genre mais... Oui, c'est vrai, attention, hein. Attention le chat. Moi, je vous mets en danger. Car Twitch appartient à Amazon. Et Jeff Bezos, c'est vraiment un pote de Trump et de Epstein et de tout ça. Et que du coup, en vous laissant sur Amazon, je vous mets en danger en vous exposant aux autres gens qui sont sur Twitch et qui pourraient faire des trucs pas bien. Je suis vraiment... ce sera ma faute personnellement si vous tombez sur un live que vous aimez pas et avec des gens qui vous disent des conneries. On les expose au harcèlement. Qui es-tu? Qui êtes-vous, putain? En fait, c'est pour ça que tout le monde vous déteste. C'est pour ça que personne ne fait confiance aux journalistes. C'est pour ça que tout le monde... qu'il y a une défiance envers les médias. C'est parce que vous traitez les gens comme des enfants, comme vos petites marionnettes, et comme des parents frustrés qui se rendent compte que leur enfant devient adolescent et devient adulte, et n'a pas forcément les mêmes valeurs que ses parents, ou alors ne fait pas forcément exactement tout ce que ses parents lui disent de faire. Bah du coup, vous devenez violent et vous finissez par les traiter au bâton, quoi. Genre, c'est vraiment... Ils ne se rendent pas compte de la violence de leurs propos. Qui es-tu? Et vous, tout ce que vous postez sur X, évidemment, c'est plus à vous. Vous avez vu ce que Grok peut faire de nos photos. On sait pas ce qu'il peut faire de notre data. Spoiler alert sur Blue Sky non plus. Internet, c'est que des entreprises privées. La vente des données, c'est le business numéro 1 sur Internet. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que en concentrant le truc sur Twitter, sur Musk, parce que Musk, on va pas se mentir, hein, c'est un des milliardaires les plus spectaculaires, les plus gênants, les plus malaisants, les plus over the top. Donc forcément, c'est celui qui va ressortir du lot. Mais du coup, ça crée une espèce d'exceptionnalisme autour de Twitter, où on s'en retrouve, à complètement oublier le fait que c'est the name of the game sur Internet. Oui, les cookies. Vous avez accepté les cookies. Oui, même le site de France Travail est pas sécurisé. Il y a eu une fuite historique de données, genre, allô. En fait, la question de la protection des données personnelles mérite mieux que simplement il faut quitter Twitter. Ah d'accord, super génial. Enfin, désolé, Blue Sky est pas plus sécurisé encore une fois. Alors évidemment, parmi les gens qui sont pas partis, il y a aussi ceux qui se fichent un peu de la politique, ceux qui sont plutôt là pour rigoler, pour le foot ou pour les jeux vidéo. Et ça coûte de changer de réseau, surtout pour aller sur un réseau moins peuplé. Mastodon, par exemple, avec le truc des instances, là, ok, c'est pas centralisé, mais c'est plus compliqué quand même. Blue Sky, qui semble avoir été privilégié par les profs, les militants et les journalistes, c'est... Ça fait un peu entre soi, quoi, hein. T'as l'impression que c'est que des blancs. Merci, enfin, putain. Oui, merci. Oui, il y a personne. Il y a que des bourges insupportables. Il y a que des profs. Moi, c'est mon réseau social préféré maintenant. Oui, bah forcément. Les scientifiques se sont barrés sur Blue Sky aussi parce qu'ils étaient harcelés sur X, qui était devenu la caisse de résonance des discours climato-sceptiques. Sur X, tu peux te faire insulter, même sans parler de politique. C'est ce qu'a expérimenté ce Breton qui faisait juste des petits points météo. Donc on vous laisse un petit peu imaginer ce que se prennent dans la gueule les militants et les journalistes quand ils ouvrent l'appli. Moi, je pense qu'il va falloir laisser les gens de X entre eux, voilà, avec Grok. Sauf que les gens proches de l'extrême droite n'ont pas forcément envie de rester entre eux. Ils préféreraient qu'on soit toujours là, peut-être pour garder leur pouvoir de nuisance. Ceux qui veulent quitter X disent absolument n'importe quoi. Et la bien-pensance, le camp du bien est en train de quitter X. Pourquoi? Pour tuer X. Et pourquoi on veut tuer X, Twitter? Parce que c'est une liberté d'expression, tout simplement. Après, moi, je trouve ça fascinant, c'est que les droitards, ils ont conscience qu'il n'y a personne sur Truth Social. Et que les tweets de Trump, en fait, les trucs de Trump sur Truth Social, bon, c'est uniquement parce qu'il y a des captures d'écran qui sont diffusées par les journalistes. Mais en fait, c'est que oui, ils savent que s'il n'y a plus des gauchistes, bah en fait, ils vont perdre une partie de leur audience, ils vont perdre une partie des gens que eux, ils espèrent transformer, radicaliser sur Internet, etc. Mais genre, c'est... Personne... Pro ne s'identifie pas dans le camp du bien, c'est ce que j'ai compris. Ah mais bien sûr, lui, il fait partie du camp du mal, bien évidemment.
Dixit, le mec qui pète littéralement des câbles en live quand ses chroniqueurs sont pas d'accord avec lui. Oui, mais du coup, je trouve ça assez fascinant. Le fait qu'ils aient quand même conscience qu'ils ont besoin de ne pas être coincés entre eux parce qu'ils ont conscience qu'ils sont dans un travail militant et qu'ils ont besoin de gens à radicaliser. Et tu radicalises... Enfin, les gens de droite, ils vont déjà voter à droite, donc il faut bien des gens de gauche à radicaliser. Mais on vous empêche pas d'être sur ce réseau de fachos, vous pouvez y rester avec votre milliardaire qui décide de tout au fil de l'eau, puisqu'il est si formidable. Voilà, vous aimez bien les riches, là, Musk, Bolloré, être dans leur truc à eux, parler des trucs dont ils veulent que vous parliez, voilà, c'est très bien. Nous, on est libre d'aller sur nos réseaux sociaux nuls entre nous, on n'est pas nombreux, on est bien. Depuis quand la gauche est redevenue dans la méta prof qui méprise les gens et les traite comme des gamins? J'ai l'impression qu'on est revenu à l'époque du Covid, c'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'on est revenu à l'époque de la vulgarisation sur Internet. Genre... Et donc vous croyez vraiment que c'est en faisant des leçons comme ça que les gens qui restent sur Twitter, qui sont là pour le fun et qui se rendent pas forcément compte des trucs politiques ou qui savent que c'est devenu un peu plus chiant parce que... Mais pour eux c'est devenu plus chiant parce qu'il y a des bots avec des pastilles bleues qui font du fake posting, Pas parce que... Et ils croient vraiment qu'en méprisant les gens et en revendiquant de faire sécession du reste de la société et de rester dans leur coin avec leur prof, avec leur gens de gauche, que ça va parler à des gens. Que les gens vont se dire « Ah oui, c'est vrai que ces personnes-là, il faut que je les écoute politiquement. » Ils ont l'air d'en avoir quelque chose à foutre de moi. Ils ont l'air vraiment de me considérer comme un être humain, quoi. Mais surtout parce que pour moi, c'est symptomatique de la gauche NFP, de la gauche NUPES. Symptomatique d'une gauche qui fantasme finalement le retour à l'éthos PSE, LV, un peu démocrate au final, où on se sent supérieur aux Trumpistes, on se sent supérieur aux méchants et c'est tout ce dont on a besoin. Ouais, c'est la gauche des profs, c'est le retour de la gauche des profs. On avait réussi un petit peu à la mettre à distance pendant un petit moment, mais là, ça y est, c'est le retour. Mais c'est le NFP qui a redonné ça. Mais parce que pour moi, je fais le lien vraiment avec tous ces journalistes en mode sauce Mediapart, sauce Politi, sauce, je sais pas, Oberdoff ou je sais pas quoi, qui se mettent à faire le SAV permanent du PS et de LV, etc. Genre, oh là là, c'est la faute des insoumis, si LV purge ses militants, etc. Genre, pour moi, il y a un retour de bâton de la gauche bourgeoise, il y a un retour de bâton de la gauche social-démocrate qui veut surtout contrôler le ton des discussions. Là, voilà, faut pas parler trop fort, faut pas être trop radical, etc. Et je suis surpris que Usul et Lumi accompagnent ça, quoi. Et reprennent ça dans l'écriture de leur épisode et se remettent à incarner ce truc de merde dont on avait un petit peu dit que c'était de la grosse merde et que c'est pour ça que la gauche parlait à personne, quoi. Parce qu'en plus, tu peux mettre des profs et des chercheurs au centre sans mépriser les autres. Regardez par exemple ce qu'on fait avec Zoé Dubus. Elle est sur Twitter, elle se fait harceler sur Twitter et elle y est toujours. On a une meuf qui est chercheuse, qui Dieu sait qu'elle se fait harceler sur Twitter, mais en termes de communication scientifique, etc., elle est détente, elle parle de trucs marrants et genre, elle fait aimer son métier aussi. Je pense qu'il y a pas mal de gens. Mais moi, de fou, il y a certains talkie oui, où genre tu regardes les gens, t'es en mode ah putain, ça va être marrant d'être chercheur, ça va être marrant de se plonger dans des trucs, etc. Et ça donne envie. Précisément parce que c'est des gens qui sont pas donneurs de leçons, ils sont pas méprisants, ils sont en mode vas-y, je partage mon truc et c'est passionnant, tu vois. Tu peux mettre en avant la science et les scientifiques sans que ça ne se transforme en un mépris permanent envers tous les gens qui sont considérés d'instinct comme des cancres, quoi. Juste fait de donner la visibilité à ton sujet. Bah oui, de fou. C'est vraiment ça leur take final. Attends, continuons, ça se trouve, ils vont nuancer, tu vois. Mais je suis quand même un peu surpris et un peu déçu de la tournure méprisante que prend cet épisode, quoi. Et c'est vrai que Musk lui-même, ça l'emmerde quand des journaux ou des gens de gauche se cassent de son cloaque. Lui, il avait acheté un réseau avec tous les journalistes dessus. Un réseau qui avait un pouvoir prescripteur considérable sur les journalistes qui passaient leur journée sur leur téléphone et essayaient de comprendre le monde via cette petite fenêtre. Lui, il avait acheté un réseau pour les gouverner tous, pour les embrouiller tous, surtout. Pourquoi Twitter les gouverne tous? Peut-être parce que les journalistes sont nuls à chier. Genre, désolé, mais à un moment donné, quand ton métier c'est d'être journaliste et que ta pratique professionnelle s'est réduite à scroller Twitter, tu fais mal ton métier. Tu es un mauvais journaliste. Je pense que fondamentalement, Musk a baisé les journalistes en utilisant leurs propres contradictions et leurs propres faiblesses. Tout simplement. Musk a utilisé la flemmardise, le rapport d'entre-soi, le corporatisme des journalistes pour le retourner contre eux et les rendre captifs de son réseau social. Parce qu'en fait, encore une fois, le fait que des journalistes restent sur Twitter ne s'oppose pas à ce qu'ils fassent des articles de qualité et mieux informés. Par contre, pourquoi ils ne font pas ça? C'est parce que c'est des putains de flemmards qui vivent dans un putain d'entre-soi et que s'ils ont une opinion et que leur collègue a la même opinion, ils vont pas aller chercher plus loin et ils vont écrire un article qui reproduit cette opinion en faisant semblant que c'est de la neutralité journalistique. Particulièrement les journalistes politiques. C'est tout. Genre vraiment, il vous a baisé à votre propre jeu.
pleurez, mais ou alors faites mieux. Ça me fait penser à l'article de Antoine Oberdoff, où il avait fait tout un article pour dire « Nous, les journalistes, nous sommes captifs des outrances de Mélenchon et qu'en fait, il faut arrêter de surréagir dès que Mélenchon dit une dinguerie parce que ça le sert. Parce que dans une interview, vous vous rendez compte, Mélenchon, il a dit que, en gros, même quand on le tape dessus, ça le fait monter dans les sondages et du coup, peut-être qu'il faut qu'on arrête de parler de lui. » Genre, il était vraiment en mode « Waouh, j'ai une révélation. Peut-être qu'on est un peu trop obsédé par Mélenchon et du coup, en fait, on le fait monter dans les sondages. » Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a réécrit un article sur Mélenchon et la France Insoumise. Parce que il a une mémoire de poisson rouge et que c'est Antoine Oberdoff, quoi. Et qu'il peut pas s'en empêcher. Que même s'il a des éclairs de lucidité comme ça, en mode oh, en fait, peut-être qu'on parle un peu trop de Mélenchon et que c'est peut-être contre son camp. Et poisson rouge, il a fait le tour de son bocal, il a refait un article sur la France Insoumise derrière. Mais parce qu'encore une fois, c'est la facilité pour lui. Parce qu'il sait rien faire d'autre. Parce que ça buzz pour lui aussi. Ouais, bien sûr. Vous allez pas nous faire passer de la critique médiatique en nous rassurant, en nous disant il y a les bons journalistes et les gentils chercheurs et t'as les méchants extrême droite et les méchants éditorialistes de CNews à côté. Non, vous êtes tous dans la même panier, vous êtes tous dans la même merde. Il y a quelque chose de l'ordre de la profession, de la structure professionnelle qui modifie votre façon de penser et votre façon de travailler. Il va falloir un jour l'adresser. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, les journalistes étaient déjà super vulnérables en étant tous au même endroit, là, comme ça. S'il y avait une pièce à empoisonner, c'était celle-là, et tout le monde l'avait bien compris. Oui, et en particulier les équipes d'Éric Zemmour, notamment lors de la dernière campagne présidentielle. Encore une fois, c'est pas parce que tous les journalistes étaient sur Twitter, mais c'est parce qu'ils étaient nulle part d'autre. Moi, désolé, un bon journaliste qui suit les réseaux sociaux, il a Twitter, Reddit, Facebook, TikTok, il a tout, Snapchat, tout. En fonction des sujets, bien évidemment. Enfin, je pense que quand t'es journaliste culture, tu vas être davantage sur Snapchat que si t'es journaliste politique. Et encore que, ça peut être intéressant Snapchat pour les journalistes politiques. Mais encore une fois, c'est que les journalistes, leur problème, c'est qu'ils n'étaient pas ailleurs. Oui, même les blogs. Encore une fois, je parlais des Substack. Il y a toute une scène qui est en train de se remonter un petit peu d'une nouvelle blogosphère avec Substack et tout. C'est des trucs hyper intéressants. Branchez-vous. Je sais pas. Encore une fois, le problème, c'est pas qu'ils étaient tous là, c'est qu'ils n'étaient que là. Le journal Le Monde avait documenté la campagne d'intoxication du réseau auquel elle s'était livrée avant même que le plumitif d'extrême droite ne soit officiellement en lice. La stratégie était simple, créer du bruit, pilonner Twitter à coups de hashtag avec... Et tu vois, typiquement, si les journalistes avaient été sur d'autres réseaux sociaux, ils seraient rendus compte que Zemmour, c'était une bulle. Sauf qu'ils ne sont que sur Twitter. Du coup, ils se font avoir, ils se font baiser par la plateforme. Parce qu'ils ne croisent pas leurs sources. Alors qu'encore une fois, c'est que les journalistes qui nous font la leçon de oui, il faut croiser ses sources, la méthode journalistique, etc. Bah, appliquez-la enfin. Le Monde a dénombré plus d'une centaine de comptes Twitter de communautés de soutien ou directement liés à Génération Z. Impossible de savoir qui se trouve derrière ces pseudos, mais certains semblent être administrés par les mêmes personnes. C'est le cas des Français de l'étranger avec Zemmour et de Zemmour Allemagne. Là, il y a la même avec Knafo, mais de fou, ils se refont baiser par Knafo en la gonflant artificiellement dans les sondages parce que regarde, elle fait des tweets où elle annonce des trucs pour Paris, regardez, c'est génial. Alors bon, certes, Knafo, certes, à Paris, les gens qui votent extrême droite, ils votent davantage pour Zemmour et donc elle a plus de chances paradoxalement qu'un Le Peniste ou que quelqu'un du RN, etc. Mais genre, vous vous faites encore baiser parce que votre seul putain de réseau social, c'est Twitter. Je sais pas, allez ailleurs et prenez ces trucs avec du recul, quoi. Ils avaient vraiment mis beaucoup d'énergie sur la campagne Twitter en particulier, alors que tout le monde n'était pas sur Twitter. Par contre, il n'y avait aucun journaliste politique qui n'était pas sur Twitter, ça n'existait pas. Ce qu'on veut dire là, c'est que même pour vous, c'est une bonne chose en fait que les journalistes aillent un peu moins sur ces réseaux, là, se désintoxiquent un peu du truc, s'émancipent d'un réseau qu'ils ne contrôlaient pas et sur lequel ils étaient vulnérables. Après, moi je suis d'accord avec le message de fond de les journalistes émancipez de Twitter. Le problème, c'est que du coup, ça va être transformé dans les débats de faut-il quitter Twitter, sauf que ça veut pas dire quitter Twitter, c'est genre les journalistes, travaillez vos sujets, juste, travaillez vos sujets. T'imagines pas à quel point dans certaines rédactions de TV, si tu l'enlèves, BFM, ils sont en PLS, incapables de bosser, c'est des putains de branleurs. Mais oui, mais ça m'étonne pas. C'est comme ça que l'info en continu a saisi l'entièreté du paysage journalistique, c'est parce que c'est ultra pratique. T'allumes une chaîne télé, t'as toutes les infos importantes dont les gens y parlent déjà, c'est génial. Comme ça, tu peux prévoir de quoi parlent les Français. T'allumes BFM, oh, mais à ce débat, mais vas-y, on va faire notre version de... Bref. Mais du coup, voilà, là, je suis d'accord que les journalistes doivent se désintoxiquer de Twitter. Ça veut pas dire le quitter, ça veut dire travailler en fait. Et c'est pas la faute au grand méchant Elon Musk, hein. C'est vous qui avez creusé votre propre tombe. D'autant plus que là, on connaît le plan de Musk et des États-Unis pour la France. Ils veulent nous mettre Le Pen et la campagne a déjà commencé. Le procès, ils s'en foutent. C'est ce qu'est venue raconter la magistrate Magali Lafourcade au micro de France Inter.
Elle raconte qu'elle a reçu la visite de diplomates américains qui, moitié menaçants, moitié corrupteurs, semblaient vouloir la convaincre de les aider dans leur mission. Et leur mission, c'est de faire pression sur les juges et l'opinion publique française, manifestement. Oui voilà, donc on a des ricains qui conspirent contre nous, Musk et Vance qui nous chient dessus, et nous on a tout notre gouvernement et nos politiques qui sont toujours sur le réseau de ce gars-là. C'est hyper dangereux, notamment pour la suite, parce que ces gens-là ont d'autres messages à nous faire passer. Ils ont de très bonnes raisons de nous garder sous domination numérique. Donc c'est ça. En fait, les journalistes, c'est des petits chatons qui sont dominés par Twitter. Tu comprends, ils sont addicts à leur écran. C'est comme des enfants, en fait. Donc en fait, c'est la faute aux grands méchants États-Unis. Pas quelque chose qu'ils pourraient contrer eux-mêmes par leur éthique professionnelle, par leur qualité professionnelle, ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment que c'est les grands méchants États-Unis, ils sont méchants. Et ils veulent du mal, ils veulent détruire l'Europe. Parce qu'en fait, il y a des journalistes, enfin, on est sur Rhinocéros, donc ils vont pas contredire ce que je dis. Mais il y a des journalistes qui sont complices de ça. Ça les arrange bien parce qu'ils sont d'extrême droite. Bon, ça, c'est les journalistes fascistes. Et les autres, ils sont dans le crime d'incompétence. L'essentiel de la croissance aux États-Unis en ce moment, c'est les investissements de malades qu'ils sont en train de faire sur l'IA, qu'ils vont essayer de nous caser partout. Là, on parle pas juste d'opinion politique. Ils ont besoin du marché européen pour amortir leur merde, pour que la bulle de l'IA n'éclate pas chez eux. Et pour ça, il faut que nous, ici, en Europe, on continue à croire que c'est l'avenir et qu'il faut qu'on mette des IA conversationnelles jusque dans les écoles primaires. Donc pour ça, il faut nous habituer à leur IA à la con, il faut installer l'usage. Et tu vois, par exemple, là, typiquement, si les journalistes français faisaient leur travail, ils pourraient être à la pointe de ça. Avoir des discours sur l'IA qui sont un peu plus renseignés, parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu en anglais qui existe sur l'IA, sur la bulle, sur ce que c'est, etc. Genre, c'est un truc de... Enfin, ça devrait être la base de tout journaliste de dire « Ah, il y a ce truc qui va fondamentalement changer les rapports aux médias. Il faut que je me renseigne dessus, que je travaille là-dessus, même si je fais pas un article dessus, mais juste pour en avoir conscience et savoir comment est-ce que ça va impliquer mon domaine de compétences en tant que journaliste, que ce soit mon travail ou que ce soit les trucs sur lesquels j'écris. » Il y a vraiment une mentalité bête avec. Ça peut être un super outil, mais putain, les gens sont cons avec. Mais oui, de fou, parce qu'en plus, quand tu parles d'IA, il y a une grosse différence entre les IA massives qui reposent sur une grosse centralisation des données et des systèmes décentralisés qui peuvent se faire avec juste une carte graphique localement, etc. Avec du coup une mise en capacité des personnes de contrôler leur système, d'avoir un contrôle là-dessus. En plus, ça fait des emplois et tout. Donc genre, c'est vraiment, il y a plein... L'IA, c'est pas juste... L'IA, c'est pas que ChatGPT. Mais du coup, on peut parler en effet des grands conglomérats qui visent à imposer un modèle centralisé au niveau de l'IA, par exemple. On peut en parler comme ça, mais non, on va dire les IA. Donc ils ont besoin qu'on reste tous sur X, qu'on utilise Meta, Google, et vous voyez à quel point ils forcent, partout il y a des petites IA maintenant. Et donc là, le dernier truc pour nous le vendre, c'est que waouh, Grok déshabille les photos. Mais l'important, c'est que vous vous serviez de leur truc, quoi. C'est pas ça qui leur rapporte de la thune. L'IA à destination des particuliers, on sait très bien qu'ils perdent de la thune là-dessus. Grok, ça sert à entraîner un modèle après qui peut être vendu à des entreprises privées, etc. Un modèle qui peut être vendu avec des outils, etc. etc. Genre, c'est gratuit, donc nous sommes le produit. Normalement, c'est la base de tout ça. Le problème, par exemple, de la bulle de l'IA, c'est que les entreprises achètent des solutions professionnelles à l'échelle de leur entreprise. Comme tu dis, Darvania, ma boîte paye pour Gemini, achètent des trucs pour avoir des gains de productivité et se rendre compte qu'il n'y a pas de gain de productivité, et c'est là-dessus que ça pêche. C'est pas sur les individus avec Siri ou ChatGPT sur leur téléphone. C'est pas ça qui fait exploser la bulle de l'IA. C'est les promesses de gains en productivité qui ne sont pas rencontrées. Parce qu'ils citent par exemple leur intérêt de conquérir le marché européen. Oui, mais pas le marché européen des utilisateurs. Des utilisateurs ordinaires, clients gratos, etc. Le marché européen des investisseurs. On est tous vulnérables sur X, les majeurs, les mineurs, les démocraties. Alors quand est-ce qu'on régule peut-être ? Oui, ils veulent pas qu'on régule. Alors peut-être qu'il faut interdire. Si on croit vraiment que c'est X qui va détruire les démocraties, c'est... Peut-être qu'il faut même commencer à imaginer la vie sans les GAFAM. Les réseaux sociaux, ça aurait pu être sympa si c'était pas si vite tombé dans la main des capitalistes, hein, des milliardaires méca nazis technobros maintenant même. Mais c'était déjà eux qui les ont créés, ces réseaux sociaux. C'est encore une fois le discours simpliste de les réseaux sociaux, c'était mieux avant, mais après les méchants capitalistes, ils les ont... Non, les réseaux sociaux ont été créés par des gens qui étaient abreuvés de financement du département de la défense américain. Ça a toujours été Encore une fois, rien que par le fait que c'est centralisé, le modèle même s'oppose à la... Oui, ça manque de matérialisme, quoi. C'est un peu con ce qu'on vous raconte là parce qu'on vous parle depuis YouTube. Hein. Enfin, salut quand même à ceux qui sont sur Peertube. Oui, on aurait dû nationaliser Dailymotion il y a 10 ans. Ça aurait été une vision d'avenir, ça aurait été un truc responsable. Faut nationaliser tout.
Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Oui. Trop bizarre la chute. C'est une chute feignante parce que fondamentalement, je pense, j'ai pas envie de présupposer, tu vois. Et je pense que c'est les premiers à dire qu'ils n'ont pas vraiment de solution. Et que aussi, ils dépendent de YouTube et des réseaux sociaux et que c'est compliqué, quoi. Le problème, c'est que faut bien faire une conclusion qui claque. Du coup, c'est plus facile de faire une conclusion un peu simpliste et claquer, quoi. Rhinocéros, toujours aussi cringe boomer. Je trouve que après, c'est peut-être aussi que la formule rhinocéros commence à s'épuiser et que c'est compliqué quand t'es entouré de journalistes de critiquer les journalistes, on va pas se mentir. De vraiment rentrer dans la sociologie professionnelle des journalistes, on va dire. Je pense qu'il y a un effet où la formule rhinocéros s'épuise et où, à force de faire de la critique média, tu deviens toi-même journaliste. C'est un petit peu ça la trajectoire du Gilles, quelque part. Mais Loumi aussi, un petit peu, même si elle vient pas exactement entièrement de la critique média, même si de base elle faisait des vidéos aussi sur YouTube, etc. Et du coup, je pense que quand la formule s'épuise, tu deviens toi-même un journaliste et du coup, tu deviens toi-même un peu contaminé par les opinions et la façon dont la profession se considère elle-même. Je pense que spécifiquement, quand tu parles des réseaux sociaux et de la présence des journalistes sur les réseaux sociaux, si tu ne passes pas par le fait de critiquer les pratiques professionnelles des journalistes, tu parles de rien en fait. Surtout que c'est un champ très corporatiste, de fou. T'es pas aussi un peu un journaliste d'une certaine manière? Ouais, d'une certaine façon. Et c'est des réflexes auxquels il faut que je fasse gaffe. Et parfois même, je peux avoir des réflexes un peu... Bon, des réflexes corpo, je pense pas. Mais oui, des réflexes de défense un peu épidermique, quoi. Mais l'avantage à Zawa Prod, c'est que on dépend pas de l'approbation sociale des journalistes. On dépend pas du fait que la profession nous voit favorablement ou défavorablement pour continuer d'être respecté et intégré dans notre milieu. Tu vois, on a aussi cette indépendance qui nous protège un peu. Vous ne dépendez que du Tipeee, exactement.